Le retour du premier classique du foot français, c'est OM Saint-Etienne dans les années 70. Bonjour à tous peuple marseillais et tous les autres qui regardent cette vidéo. C'est l'avant-match de Saint-Étienne Olympique de Marseille. Ça fait plaisir de retrouver ce sommet du championnat de France. On se déplace au Chaudron, à Geoffroy Guichard, un stade emblématique. Et au début de cette vidéo, je vais un petit peu vous raconter comment c'est venu cette adversité, cette rivalité avec Saint-Etienne. Au départ, dans les années 70, ça a été notre premier rival et c'est un rival encore historique. Ensuite, ma compo que j'aimerais voir, la conférence de presse, les passages importants sous De Zerbi, l'analyse de l'AS Saint-Etienne et puis je vais parler de l'actualité mercato, toutes les rumeurs qui sont évoquées ces derniers jours avec mon opinion sur chacun des joueurs. Et puis un petit point sur Longoria qui est partout dans les institutions. Et comme d'habitude, je serai fidèle au poste pour vous commenter le match un dimanche soir. Je compte sur votre présence, la Team OM. Merci de la force que vous me donnez à chaque match de notre OM. Et puis je prendrai l'antenne environ 1 heure avant la rencontre pour résumer un petit peu l'avant-match et l'actualité du club. On va commencer comme prévu sur l'historique de la rivalité Saint-Etienne-OM. Je vais rentrer dans les grandes lignes, sinon ça serait très très long. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, OM Saint-Etienne, c'était le classique dans les années 70, le plus gros match du championnat. Dans les années 80, avec la rivalité Claude Bèze face à Tapi, il y a eu OM Bordeaux qui a été monté, qui était le plus gros match du championnat à ce moment-là. Et puis OM Paris Saint-Germain, ça vient des années 90, de 1992 précisément. Vous remarquez bien à chaque fois le point commun, génération par génération, décennie par décennie, c'est que l'OM fait partie toujours du plus grand match du championnat, quelle que soit l'histoire. C'est ça aussi, être le plus grand club français. Ça fait partie des arguments. On est en opposition avec le club à la mode ou le club tout en haut sportivement à chaque époque. Ça part d'un duel entre présidents. À l'époque, c'était Marcel Leclerc, qui est un des plus grands présidents de l'histoire du club. Le top 3, c'est Tapi. En deuxième, tu peux mettre Pape Diouf ou Marcel Leclerc. Mais en tout cas, n'oublions pas Leclerc, qui est un président emblématique, qui a fait venir des joueurs comme Magnusson, Trésor, Scoblar, Gersigno, qui d'autre, Paulo César, qui a donné le coup d'envoi dimanche lors d'OM Monaco, rien que ça, et d'autres. Et à ce moment-là, Saint-Etienne, c'était le plus grand club français, clairement. Ils ont perdu la finale de Ligue des Champions en 1976 contre le Bayern Munich. Mais c'était une rivalité, surtout parce que l'OM a mis fin à la domination des Verts en championnat pendant cette décennie. Et c'était tout simplement les deux clubs les plus titrés à ce moment-là. Et puis même avant l'arrivée des Qataris, OM Saint-Etienne en 2011, c'est largement les deux clubs français les plus titrés. Il n'y a pas photo au niveau du palmarès. Et puis c'était déjà 2 villes de football. Au stade Vélodrome, même s'il était plus petit, il faisait 40 000 places, et Geoffroy Guichard, c'était des ambiances incroyables. Et donc c'était une rivalité sportive. Sur le terrain, ça n'a jamais été des matchs aussi chauds, aussi trash que les OM PSG d'il y a 15 ans, 20 ans et 30 ans, ou même que les OM Bordeaux dans les années 80-90. Mais il y a eu quelques faits d'armes quand même, notamment au niveau de certains joueurs. L'affaire Carnus, Bosquier, celle de Keita. Donc ça a envenimé un petit peu les relations entre les deux clubs. Et puis encore une fois, il y avait 2 présidents qui s'envoyaient des piques. Des piques, je dis bien. C'était pas aussi trash, aussi violent que Bernard Tapie et Bèze, l'ancien président emblématique de Bordeaux, où là je crois que c'était le pire. Même OM PSG à la grande époque, entre présidents, du moins une telle haine que c'était le cas entre OM et Bordeaux. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo sur tous les rivaux importants de l'histoire de l'OM. Donc le premier, c'est Saint-Etienne. Après, il y a eu Toulon, Bordeaux, le PSG, Lyon, le derby avec Nice, etc. Et d'ailleurs, petite anecdote pour vous montrer que c'était une rivalité vraiment sportive. Quand Saint-Étienne est en finale de Ligue des Champions en 1976, c'est René Malville qui me l'avait dit, paix à son âme, et même les anciens de sa génération, Marseille supportait les Verts en Coupe d'Europe. Même si à l'époque, c'était une autre mentalité. On supportait tout le monde, tous les clubs français en Coupe d'Europe. Il n'y avait pas encore les groupes ultra créés dans les années fin 80, début 90 qui ont amené une rivalité entre beaucoup de clubs, d'autant plus. C'était la période, c'était la France des années 70. Tout le monde était derrière les Verts. Ça, faut le savoir. Même si en championnat, il y avait une rivalité. Donc c'était quand même un peu différent. Et voilà pourquoi on ne peut pas parler de haine malgré quelques affrontements qu'il y a eu en tribune très sérieux, très violents dans les années 90-2000, comme avec Paris, avec Lyon, ça a été le cas avec Bordeaux, c'est un peu plus rugueux encore que Saint-Etienne
ça a été un peu plus soft, sauf entre ultra, fut un temps encore une fois. Et quand l'OM a gagné la Ligue des Champions en 93, les plus déçus, les plus énervés, c'était pas les Parisiens. Ils l'étaient, je vous rassure, mais la rivalité venait de naître avec eux, fortement, cette saison-là d'ailleurs. C'était les Stéphanois qui avaient cet objectif pendant des années, 15 ans en arrière, et leurs ultras l'avaient vraiment mauvaise. Et d'ailleurs, à la période 90-2000, il y a eu beaucoup d'affrontements entre les ultras marseillais et stéphanois. C'est la vérité. Bon, on se rappelle de l'affaire de Canette avec Jean-Pierre Papin qui avait reçu en pleine tête une canette. Il était tombé en sang. Tapi était fou de rage. Il y avait aussi des affrontements en 96, un match de Coupe de France sur TF1, plein après-midi. Vous retrouvez les vidéos sur YouTube, des bagarres incroyables en plein match. Et normal, la rencontre se poursuit. Et puis plus récemment, en 2020, quand l'OM a été à Geoffroy Guichard, en 2019, pardon, c'était avant le Covid, nos supporters n'avaient pas pu rentrer dans le parcage parce qu'il s'était passé des choses juste avant dans le trajet. Et je crois que les autorités avaient interdit l'entrée en parcage. Et aussi quelques anecdotes. Mandanda, une fois, il avait arboré un maillot vert comme gardien. Et le peuple marseillais s'est offusqué. Et depuis, il n'a plus jamais remis. Gomis, qui faisait la célébration Panthère avec l'OM, ça c'est pareil, ça a été très mal perçu par les groupes de supporters. Il a pris des banderoles pour ça. Après, malgré tout ce que je suis en train de dire, la rivalité OM-Saint-Étienne dans le cœur des supporters de l'OM, elle est actuellement, c'est la vérité, l'histoire continue comme on dit, derrière OM-PSG, derrière l'Olympico, derrière OM Bordeaux, on a plus d'animosité entre guillemets envers les Bordelais que les Stéphanois. C'est une vérité. Et même derrière OM Nice, je pense. Pour la plupart, pour une bonne partie. Saint-Étienne est un vrai club historique du championnat de France. C'est un club respectable qui a une vraie ville de football avec une ambiance bouillante. Et ça, tous les Marseillais le disent. Même les plus antagonistes, les plus mordus, les plus ultras tout simplement, ils se le disent entre eux. C'est ce qu'on pense de Saint-Étienne objectivement, malgré la rivalité historique. Et on préfère battre Lyon, Paris par exemple. Le Vélodrome se remplit largement plus vite lors de ces deux matchs quand la billetterie l'ouvre en 24 heures. Même pas, c'est plein contre Lyon et Paris. Contre Saint-Étienne, ça met un peu plus de temps. Voilà, c'est une vérité. Mais en termes de ferveur, Saint-Étienne est largement devant les Lyonnais et les Parisiens. Mais ça, on le sait tous. Il y a eu des matchs emblématiques. Un des plus beaux de l'histoire du championnat de France, c'était même avant la décennie 70. Victoire 4-3 contre les Verts en 57 avec un quadruplé de Gunnar Andersson et de Mekloufi côté Saint-Étienne. Je pense que ces deux joueurs vous parlent. Bon la team, juste avant de passer à ma compo, je vais vous parler de mon partenaire Unibet pour parier sur la rencontre. C'est là-bas que ça se passe. Il y a les meilleurs codes disponibles. Et surtout, vous pouvez m'aider et bénéficier vous-même d'une super offre de bienvenue si vous passez par le lien en description. Et avec mon code promo RAFOOT. Jusqu'à 100 € de bonus en freebet vous sont accordés sur votre premier pari. C'est-à-dire vous inscrivez, vous rentrez le code promotionnel et vous prenez un pari ce week-end sur un match tel qu'il soit ou alors sur une compétition un peu plus tard. S'il est perdant, on vous rembourse en freebet la mise effectuée. À condition que vous ayez parié jusqu'à 100 € de mise maximum. Tout simplement. Vous pariez 50 €. Si le pari ne passe pas, on vous rembourse en freebet la mise effectuée. Donc voilà, c'est tout bénef pour vous. Ça me soutient évidemment ceux qui le font. J'ai vu qu'il y en a des qui ont joué le jeu, donc c'est très sympa, ça me fait plaisir. Et je m'adresse par contre aux majeurs. Si vous êtes mineur, c'est hors de question, c'est interdit. Uniquement à la team parieur, qui mise de temps en temps sur les matchs en fonction de vos moyens financiers, en étant raisonnable. Voilà. Allez jeter un œil, allez faire un tour. Je vous mets à l'écran les meilleures formules disponibles, les MyBet. Et puis vous avez aussi plein d'autres options, comme le buteur en question, le score exact. En tout cas, merci à eux de leur confiance parce que c'est grâce au partenariat principalement que j'arrive à poursuivre mon aventure sur YouTube et à vous créer du contenu parce qu'il faut du matériel pour ça. Il faut programmer des choses importantes quand tu commentes les matchs et avoir les installations adéquates. On va passer à la compo d'équipe. Donc, dans quelle formule l'OM va jouer? Évidemment, dans son nouveau 5-3-2. Même si ça me dérange de jouer ainsi à Saint-Étienne. Voilà pourquoi je mets une petite surprise dans le 11 de départ. Je sors Rongier du 11 titulaire. Ce n'est pas une sanction. Bien au contraire. Mais c'est juste que je vous avais prévenu. Il va y avoir des matchs où on aura besoin d'un vrai créateur. Je sais que De Zerbi demande à Rabiot de jouer un cran plus haut pour apporter un peu plus de poids à Greenwood et Mopé qui sont bien seuls au final. Alors ils doivent compter sur les pistons, mais Garcia ou Enrique,
ne sont pas toujours très offensifs non plus. Ok, contre Monaco, c'était un match assez tactique, assez fermé. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. Quand j'y pense avec le recul, on a été encore au maximum de notre réussite. Il y a des retours, il y a des bonnes nouvelles. Harit, Cornelius et Blanco sont disponibles. J'ai hésité à mettre Cornelius d'entrée de jeu. Mais je vais maintenir Kondogbia parce que Cornelius n'a pas encore évolué dans une défense à 3 derrière. Et puis en tant que gaucher, on ne peut pas mettre Cornelius axial droit. Il y avait une autre option. Mettre Balerdi axial droit et Cornelius en libéraux. Mais bon, c'est un peu risqué de bouger encore Balerdi. Vous savez comment il est. Il marche beaucoup par rapport à ses repères. Donc je reste comme ça en charnière centrale. Côté gauche, on peut hésiter entre Garcia et Merlin. Je mets Merlin d'entrée de jeu. D'ailleurs, De Zerbi a dit un truc super intéressant en conférence de presse. Je vais en parler tout à l'heure. Quant à la comparaison de ces deux profils bien différents et la vraie concurrence qui s'est installée. À droite, évidemment, Luis Enrique. C'est la première fois que je le mets titulaire. Eh oui, il m'a eu à l'usure, mais il le mérite bien. Il m'a fait fermer ma bouche. Au milieu de terrain, Rabiot aux côtés de Højbjerg. Et ça permettra à Rabiot de retrouver ses repères dans une position beaucoup plus adaptée à ses qualités. Eh oui, il a quasiment 30 ans et ces dernières années, il jouait dans un rôle de double pivot, que ce soit à la Juve ou en équipe de France. C'est ni un 6, une sentinelle, ni un meneur de jeu. C'est soit un relayeur ou soit un milieu défensif, mais sur un double pivot. Et puis offensivement, vous l'avez remarqué, je rajoute Rowe à la création. C'est plutôt un 5-2-3 là, que je vous propose. Mais on sait très bien que Rowe ou Greenwood vont beaucoup se réaxer. Ça permute énormément. Et puis de base, c'est des ailiers, donc les voir dans cette configuration sur leur côté de prédilection, c'est pas un problème. Et en pointe, je maintiens Mopé, bien entendu, qui est au-dessus de Wai, qui est décisif ces derniers temps, à tous les matchs même. J'ai pensé à quelqu'un dans le dispositif de De Zerbi, c'est Alexis Sanchez. Il y avait des rumeurs cet été pour un potentiel retour. Il aurait été tellement utile dans son travail de pivot, de fixation, pour alimenter ses créateurs, pour jouer dos au but tout simplement et envoyer des ballons en profondeur pour certains, notamment Greenwood, qui se seraient régalés à ses côtés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sanchez, il a pris de l'âge. Il s'était blessé en début de saison, mais voilà, ça aurait été pas une si mauvaise idée. Juste avant de passer à l'analyse de l'AS Saint-Etienne, j'aimerais revenir très rapidement sur le match contre Monaco. J'ai fait mon débrief dimanche, à chaud, dans la nuit. Et parfois, 24 heures ou 48 heures plus tard, on pense un peu différemment. C'était mon cas. Je vais d'ailleurs parler à CM Football, Christophe, en face à face, on a déjeuné ensemble, on s'est rencontrés, c'était super sympa. J'ai pas aimé la deuxième mi-temps. Alors oui, c'était un match engagé, tactique, on a affronté l'AS Monaco, qui est une équipe top 16, Ligue des Champions. On n'a pas volé notre victoire, en termes d'occasion, c'est du kiff-kiff, mais on a de la réussite. On marque sur un penalty cadeau et sur une erreur défensive. Dans l'animation offensive, c'est trop peu en termes de créativité. Alors c'est vrai que De Zerbi a voulu retrouver plus d'équilibre par rapport à nos ratés à domicile. Et là, on joue véritablement en 5-3-2. J'aurais jamais imaginé au mois de juillet que De Zerbi serait venu avec ce système. Lui qui est un coach offensif, qui va droit au but, même si il met Rabiot un peu plus haut, on a des pistons qui sont automatiquement plus offensifs. Mais quand même. Mais je pense que De Zerbi, il en a conscience. Et là, il recherche des résultats, du mieux, beaucoup plus d'équilibre, de solidité, et que peut-être il se dit, avec l'effectif que j'ai, c'est comme ça que je peux gagner à court terme, et lors du prochain mercato, cet hiver ou au pire cet été, on jouera différemment, dans mon traditionnel 4-2-3-1, avec un vrai 10, pour qu'on ait un vrai quatuor offensif. La plupart du temps, l'OM va jouer contre des blocs bas, parce qu'on sera favori sur la majorité des matchs, et la rencontre à Lens et contre Monaco, c'est un contexte différent. On a affronté des équipes joueuses. Là, Saint-Etienne, ça va être totalement à l'opposé. Ils vont nous laisser le ballon, c'est une certitude. Et puis, c'est trop faible dans la présence dans les 30 derniers mètres. On a Mopé et Greenwood. Et c'est tout. Derrière, ça accompagne de temps à autre. Si on devait comparer, j'ai préféré la première mi-temps contre Monaco, où il y avait beaucoup plus de maîtrise dans le match. Bon, il y a cette erreur avant la mi-temps, on concède l'ouverture du score, mais la deuxième était très confuse. Beaucoup d'erreurs de relance. Monaco a manqué ses grosses occasions, on peut dire merci à Rulli. Et puis par contre, dans l'aspect mental, dans l'engagement, je sais bien qu'on a été la chercher et que nos joueurs, ils ont mis de la grinta, de l'envie. Et ça fait pas tout. Et on ne sera pas sauvé par ça à tous les matchs. On est deuxième actuellement, mais c'est serré entre la deuxième et cinquième place. Et puis, quand on voit les expected goals, et c'est une vraie donnée, c'est une statistique, c'est pas du Gary qui vous le dit là, c'est Raph,
On est en réussite les gars, on surperforme. D'accord? Alors je sais, Paris, ils ont fait match nul là ce soir. On peut revenir à 5 points. 5 points sur toute une saison, ben écoutez, c'est presque jouable le titre, mathématiquement. Mais j'irai pas à penser à ça maintenant, vu nos prestations, vu la manière. Si on joue comme dimanche ou comme contre Lens, jamais on gagne tous les week-ends. Jamais de la vie. Mais ça, j'espère que vous en avez conscience. Je l'espère. C'est pour ça que je mets une compo un peu différente contre Saint-Etienne. On ne change pas une équipe qui gagne. Ouais, mais les gars, on va pas se fier qu'à ça non plus. Sinon, c'est trop simple, c'est trop basique. Il faut garder l'ossature. Ce système à 3 centraux, ça marche plutôt bien pour l'instant. Mais tout n'a pas été parfait malgré ces 2 victoires. C'est bien, on a gagné des concurrents. Mais contre Nice, contre Lyon, Lens et Monaco, à chaque fois, ça se joue à rien et on domine pas le match. On domine pas. Il y a juste l'exploit contre Lyon où là, vraiment, on l'a mérité. Parce qu'on était à 10, il n'y a rien à dire. Après, vous inquiétez pas, j'ai conscience que De Zerbi, à l'époque avec Brighton, il a mis au moins 6 mois pour trouver vraiment son 11 au départ, pour que l'équipe, elle cartonne tout simplement. Il y a des mercatos qui vont arriver et tout simplement, l'équipe va progresser, match après match. Mais j'irai pas jusqu'à dire on est deuxième et pourtant on est moyennement bon. Non, parce qu'on a gagné beaucoup de matchs avec de la réussite. Donc on pourrait être cinquième là, ou sixième, ce serait la même chose. C'est pas le tout de critiquer quand on perd. Et quand on gagne, de dire que tout va bien. Faut être factuel. Contre Monaco, je serais descendu en 24 heures. Et pourtant, j'étais heureux dimanche. Vous l'avez vu en direct, on a battu Monaco à domicile. Je m'y attendais presque pas, c'était magnifique. Mais la prestation n'était pas rassurante, notamment la deuxième mi-temps. C'est pauvre, surtout dans l'animation offensive. C'est bien beau de parler de la défense, de la fébrilité, etc. D'accord, mais c'est notre jeu qui veut ça. Faut prendre des risques en repartant de derrière. Il va falloir en effet améliorer la relance. Et c'est peut-être dû à la qualité de certains joueurs. Je prends exemple Murillo. Il n'a pas cette faculté à casser les lignes et à trouver les bons décalages par sa relance. Même si tu vas me dire que lui, il prend peu de risques dans ses passes. Donc voilà, je ne vais pas regarder le PSG, même si on gagne dimanche, même s'ils sont en difficulté, même s'ils ont une équipe la plus faible sous l'ère Qatari. Parce que nous, à l'heure actuelle, on ne va pas gagner tous nos matchs. C'est impossible en jouant comme ça. Désolé, Marseillais, de ne pas aller dans le sens du vent, forcément. L'équipe est à féliciter, elle a mouillé le maillot dimanche, rien à dire, elle n'a pas lâché après le but. Et même moi, j'avais l'impression qu'en deuxième mi-temps, il allait se passer quelque chose. Je vous l'ai dit qu'on allait revenir. J'ai ressenti une sérénité, même dans le stade, c'était un peu palpable. Mais il n'empêche que c'est tiré par les cheveux, que le match, on peut le perdre tranquillement dimanche, ça n'aurait pas été volé. Donc tout se tient à un fil. Eh oui, encore une fois, je ne vais pas dans le sens du vent, les gars, parce que je vous connais. Monaco, même s'il y a eu un partout à la fin, tout le monde était en colère en deuxième mi-temps. Sur le chat, dans les réactions, on aurait dit il n'y a pas d'occasion, ça joue mal. Et en effet, ça jouait pas bien en deuxième mi-temps. Donc, m'en voulez pas de remettre les choses à leur place et de dire on ne peut pas jouer le titre actuellement vu nos prestations. Et d'ailleurs, l'ambition, c'est le podium. C'est tout à fait normal. On est en reconstruction. On a changé toute l'équipe. Parce que oui, j'ai vu le passage de Dugarry. Il exagère, il extrapole dans le négatif. Mais la plupart des Marseillais, si on aurait fait match nul, ils auraient dit la même chose, les gars. Je sais comment on réagit. Et quand on gagne, on est plus gentil avec notre équipe. Par contre, quand on perd, on est plus sévère nous-mêmes que les Dugarry, les Riolo, etc. Donc, il faut être réaliste. Il faudra beaucoup mieux de l'animation offensive si on veut gagner la plupart des matchs de Ligue 1. Sinon, ça ne passera pas. On a de la chance cette année d'être en surperformance. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien 3e, 4e, voire 5e du championnat de France. C'est les stats qui le prouvent, qui le montrent. Alors, il y a des années où on sous-performe. On mériterait tellement mieux. Je me rappelle sous Garcia, sous Bielsa et tant d'autres, même avec Tudor. Cette année, pour l'instant, c'est un peu l'inverse. Et tant mieux. Comme l'année Villas-Boas, quand on est deuxième, là, on surperformait. La victoire à Lille, à Rennes. Une occasion, c'était un but, carrément. L'année Elibop, on finit deuxième. Pareil, on surperforme. Mais tant mieux, le résultat compte avant tout. Mais je suis honnête par rapport à ça. Allez, on va passer à l'analyse de Saint-Etienne. Une formation qui joue en 4-5-1 cette saison. Ce qui frappe aux yeux, c'est que lors des 6 matchs à Geoffroy Guichard, ils en ont gagné 4 à domicile. Donc il y a quand même un effet chaudron. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'on joue à l'extérieur. Ils ont pas mal d'absents, même si c'est des joueurs qui étaient déjà forfaits de longue date. Mais quand même, au poste de latéral droit, il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas disponibles. Leur meilleur joueur, c'est évidemment David Tachili, l'ailier gauche. Je l'ai commenté lors du derby contre Lyon. Il était très remuant, très dangereux. C'est le meilleur buteur de cette équipe. Donc il faudra le surveiller. Ça sera dans la zone de Murillo, certainement. Attention à lui.
Après, sur le papier, c'est une des équipes les plus faibles de Ligue 1. On va pas se mentir, leur objectif, c'est le maintien. Et ils vont lutter jusqu'au bout pour ça. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de Ligue 2. Même s'ils seront surmotivés, ils affrontent l'OM. Mais c'est un match quand même qui doit être à notre portée. Leur style de jeu, c'est une équipe assez agressive dans les duels, qui n'hésite pas à allonger des longs ballons pour leurs offensifs. Donc ça veut dire en gros que oui, l'OM aura la possession du ballon, c'est une certitude. Après, ils ont beaucoup de difficultés dans tous les aspects défensifs. Sur les coups de pied arrêtés, ils prêtent beaucoup de buts parce qu'Abdelhamid, il est un peu à la cave, il est assez lent. Et puis même derrière, je crois que c'est la défense la plus faible de Ligue 1. C'est une équipe faible défensivement qui donne aussi quelques cadeaux parfois à l'adversaire. Voilà, donc ça défend mal. Et je pense que grâce à un exploit individuel d'un Greenwood, d'un Rowe ou quelqu'un d'autre, on pourrait ouvrir le score. On pourrait scorer tout simplement et les mettre en difficulté aussi avec de la percussion. C'est pour ça que je mets 4 joueurs offensifs dans le 11 de départ, c'est important. Donc oui, l'OM aura des occasions, c'est clair et net. Oui, l'OM pourra profiter, je l'espère, des erreurs individuelles des Stéphanois, qui n'ont pas l'expérience Ligue 1 pour certains, qui n'arrivent pas à faire un match plein pendant 90 minutes, même si ça va mieux à Geoffroy Guichard, mais il y a eu des victoires étriquées. Le match contre Montpellier, la victoire est bien payée. Faut être honnête, pour l'anecdote, leur défenseur central congolais, Batou Binsika, c'est le collègue de Mbemba en sélection du Congo. Ils ont joué la CAN ensemble dernièrement, côte à côte. Donc voilà, c'est un bon joueur, un bon défenseur, même si Mbemba est bien meilleur. On connaît aussi leur gardien à l'Arseneur. Concernant l'historique, sur les 6 derniers matchs à Saint-Etienne, on a gagné 4 fois. Donc c'est plutôt un bon bilan. On avait perdu chez eux avec Sampaoli lors de son arrivée en mai 2021. Et puis en 2019, c'était la dernière année de Garcia, avec un but en fin de match. Je l'avais commenté le match avec Sofiane déjà, je me souviens. Et puis on se rappelle aussi d'une défaite au Vélodrome, quelques jours après une victoire au Parc des Princes, 2-0, l'année Covid, quand c'était à huis clos dans tous les stades en France. Mais sinon, à part ça, on reste sur 3 victoires consécutives contre les Verts. La conférence de presse de De Zerbi, les passages importants. Je vais souligner ce qu'il a dit sur Rowe. Il a justifié le fait qu'on le voit moins et qu'il n'est plus titulaire du tout. Vu ce qu'il est en train de dire, je pense pas qu'on le verra d'entrée dimanche, même si moi je l'ai mis. En gros, il nous fait comprendre qu'il manque un petit peu de rigueur, de sérieux au quotidien. C'est ce que j'imaginais. Il faisait partie des joueurs pointés du doigt dans l'exigence jour après jour. Et même dans l'intensité aux entraînements, pendant les matchs, l'aspect défensif, le jeu sans ballon. Tout ça, il doit beaucoup travailler. Et c'est marrant parce qu'il dit en Angleterre, il a eu l'habitude de s'entraîner intensément tous les jours. Alors qu'en France, c'est un rythme différent. Même un peu plus cool, un peu plus light. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas ce qu'il faut à l'entraînement. Et qu'il lui a fait comprendre en face à face, si tu veux progresser, je suis là pour t'accompagner. Si tu restes dans le tempo actuel, c'est pas suffisant. Il précise quand même De Zerbi qu'il a toutes les qualités pour réussir. Donc Rowe, il a perdu sa place et il va falloir qu'il fasse mieux au quotidien et dans ses entrées en cours de match. Parce que j'espère qu'on le verra quand même de temps en temps. Après, il est aussi victime du système. Dans ce 5-3-2, mais il n'y a pas trop la place pour lui, si ce n'est à la place de Greenwood ou alors, pourquoi pas, de Mopé, parce qu'il peut jouer aussi dans l'axe. Il est très polyvalent. Il précise aussi que le match contre Monaco, ça se rapprochait de ce qu'il voulait. Et que c'était même un match référence. Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration, vu tout ce que j'ai dit avec le recul sur notre match contre Monaco. J'espère que vous avez écouté ce passage. Par contre, je suis OK sur le match contre Reims, à première mi-temps. On doit mener 4-0, on avait très bien joué. Dans l'engagement, dans l'envie, l'équipe a été exemplaire, solidaire. Mais dans les phases de jeu, dans l'animation offensive, j'attends beaucoup plus. Et De Zerbi en a conscience, je pense. Ensuite, il a fait le parallèle entre Merlin et Garcia. Et j'ai très bien aimé ce passage parce qu'il décrit parfaitement ces deux joueurs en disant que Merlin est plus technique que Garcia et plus propre dans son jeu. Par contre, à l'inverse, Ulysse Garcia, il est beaucoup plus généreux et plus attentiste en phase défensive. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en effet, il fait plus de courses, il est plus généreux. Je me rappelle de sa deuxième mi-temps à Lens, il était souvent dans le camp adverse. Il a plus de coffre en fait, plus de conditions physiques. Il précise que Merlin doit progresser sur ces deux aspects et qu'il a les qualités pour le faire. Quel choix il va faire dimanche soir? À mon avis, vu ce que j'ai entendu, c'est Garcia qui va être titulaire.
Parce qu'il a dit également qu'il n'enterre pas Merlin, qu'il a encore sa confiance. Mais beaucoup d'éléments vont dans le sens d'une nouvelle titularisation de Garcia. Et puis, il a évoqué la deuxième place en disant que ce n'était pas un objectif pour lui, qu'il voulait remettre l'OM à sa place et être deuxième. Ça n'avait aucune importance, qu'il n'était pas là pour ça. C'était après le match de dimanche. Bon, c'est très ambitieux. En gros, c'est d'aller titiller le PSG. Mais avec ce genre de prestations, on ne va pas y arriver actuellement. Donc j'aime l'ambition, c'est couillu de sa part, c'est très exigeant. Et ça, je ne peux pas le reprocher à un entraîneur de l'OM parce qu'il s'expose. Mais il faut aussi reconnaître que dans la manière, le match contre Monaco, c'est pas un match référence alors. Ou alors je suis persuadé que dans la saison, il y en aura d'autres, des matchs beaucoup plus références que ça. Je dis pas qu'on a été mauvais contre Monaco les gars, mais franchement, c'est tiré par les cheveux et qu'on a été plus efficace que Monaco. Longoria a réussi à se faire une place au sein de la FIFA les amis. C'est quelque chose de rare, quel que soit le poste, parce que je sais bien, il rejoint la Task Force bien-être des joueurs, mais il s'installe au sein de la FIFA. Il est dans toutes les institutions. Petit à petit, il a fait son chemin. C'est quelque chose de bien, faut pas dire le contraire. Vice-président de la LFP, membre de l'ECA, membre de la commission des compétitions interclubs de l'UEFA. Comment il a pu rentrer au sein de la FIFA, j'en sais rien, ça me pose question, mais c'est dû à ses connexions, ses relations. Le plus important, c'est pas sa carrière et son intérêt personnel, même si peut-être qu'il envisage l'après-OM, j'en sais rien, mais j'espère que c'est dans l'intérêt du club, parce que c'est toujours bien qu'on soit représenté un peu partout. Vous savez, les instances, ce qu'on appelle l'influence, les coulisses, ça part de là. L'UEFA, la LFP, la FIFA, Longoria, il est partout. Donc je l'applaudis de ce côté-là, c'est bien. Benassia, directeur sportif de l'OM, l'officialisation est proche. Je l'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est un secret pour personne. Il va s'installer à moyen long terme. Il s'aligne au contrat de De Zerbi en fait. Il va devenir DS de l'OM pour 2 ans et demi. Il y a une grosse entente, une très belle connexion avec le coach. Pour l'instant, parce que je sais que ça peut vite partir en bibrine entre un entraîneur et un directeur sportif. Mais on apprend dans la presse qu'ils échangent même en pleine nuit, beaucoup en italien, que De Zerbi s'appuie dessus même pour des analyses après les matchs, certainement aussi à l'entraînement. Ils sont proches parce qu'ils ont une vision assez commune, beaucoup de points communs dans la perception de voir le football. Allez, je vais faire un point mercato avec tout ce qui s'est dit depuis lundi. Je tiens à préciser que ça commence dans plus d'un mois. Il y aura des joueurs qui vont arriver à l'OM, 2, 3, 4 ou 5 maximum, on verra bien. Mais là, dans cette liste, il y a des pistes plus ou moins chaudes. On va commencer par Fagioli, où là, il y a quand même des médias italiens sérieux qui parlent de contact avec l'OM et qu'on est même en pole position pour le recruter parce que De Zerbi aimerait l'entraîner et l'intérêt est réciproque. Le joueur aime beaucoup De Zerbi. La Juve aimerait faire une plus-value avec le départ du joueur qui est valorisé à 25-30 millions. C'est-à-dire que si on veut l'acheter, on doit mettre cet hiver entre 25-30 patates. Est-ce qu'on est en capacité de le faire? Peut-être, mais ce qui fait peur, c'est la concurrence. Il y a des clubs de première ligue intéressés. Tottenham a fait une offre apparemment de 25 patates. Le championnat de leur côté est plus attractif. Je sais que le PSG est aussi à l'affût. Naples. Après, c'est l'envie du joueur qui prime avant tout. Mais nous, on ne joue pas la Ligue des Champions comme d'autres clubs. Et j'ai vu que des supporters de la Juve s'étonneraient d'un départ de Fagioli. Parce que c'est quelqu'un que la direction voudrait garder, à moins qu'il puisse faire une plus-value dessus. Vous avez compris. Il n'est pas sur la liste des transferts. Loin de là. Mais ils sont à l'écoute d'éventuelles offres intéressantes. Après, s'il vient, on ne fera pas Pogba. C'est clair et net. Ça sera le seul milieu de terrain dans le cœur du jeu qui sera recruté. Mais ça a l'air d'être une priorité pour l'OM. Fagioli, un sacré talent. Ensuite, toujours au milieu de terrain, autre rumeur très intéressante. Milieu de terrain récupérateur. Par contre, un vrai 6. Arthur Melo, le Brésilien, passé par la Juve, par Barcelone. L'OM serait intéressé, d'après un média en Italie, Milan Live IT, comme Benfica, Gérone et le Betis Séville. Et la Juve réclamerait 10 millions d'euros environ. Donc ça me paraît raisonnable, vu la qualité de ce joueur qui a été prêté à la Fiorentina l'an passé. Il a beaucoup joué, il a été peu blessé. Donc ça, c'est une belle opportunité, mais le problème, c'est quel intérêt? On a Højbjerg, Rabiot, rongé à cette position. C'est ce qu'on appellerait vraiment une opportunité, une occasion à saisir. Mais cet OM est tellement déséquilibré, c'est-à-dire qu'à certains postes, on a tellement besoin de renforts, tandis qu'à d'autres, on a ce qu'il faut, que je préférais un milieu plus offensif, comme Fagioli ou Andreas Pereira, un autre Brésilien, on en parlait il y a peu de temps. Un vrai 10 ou un 8 par exemple.
même si je ne remets pas en question la qualité de Arthur Melo, loin de là, qui a seulement 28 ans. Donc ça serait 10 millions d'euros, mais bon. Il n'y a qu'une source en Italie, je ne sais pas si elle est fiable. On peut appeler ça quand même une rumeur. Koulibaly, c'est une rumeur, pareil, qui a 33 ans, qui a été écarté par son club saoudien, pas pour des raisons sportives, parce que c'est un excellent défenseur. Je le commente avec le Sénégal, c'est le top niveau. On se souvient en Italie, en Angleterre, c'était la classe mondiale. Je pense qu'il voudra partir parce qu'il n'a pas été sélectionné pour la Ligue des champions asiatique. On parle d'intérêt de l'OM avec un dossier mené par Benassia et un intérêt réciproque du joueur. La tribune olympienne a confirmé qu'il y a quelques contacts, quelques discussions, mais il y a de la concurrence. Parce que vous vous doutez bien que sa situation va donner des idées à beaucoup de clubs. Il a un gros salaire. C'est ça qui est problématique pour nous, c'est un salaire monstrueux. Après, c'est à lui de savoir ce qu'il veut. Il peut se dire, bon, je me suis fait du pognon en Arabie Saoudite. Là, ça sera mon dernier projet en Europe. C'est l'OM qui va retrouver la Ligue des Champions peut-être la saison prochaine. Il y a un super coach. C'est Marseille, c'est le Vélodrome. On connaît l'intérêt qu'ont les Sénégalais pour l'Olympique de Marseille. Donc j'espère. Je serai le premier partant. Malgré son âge, lui, il n'est pas cramé. Et c'est l'assurance sous risque derrière. C'est un de mes joueurs préférés. Tout simplement, en charnière centrale, c'est le meilleur défenseur africain actuellement. Il n'y a pas mieux sur le continent africain que Koulibaly, clairement. Et même si c'est un joueur connu, qui a un certain statut, je trouve sous-coté. On n'en a pas assez parlé de ses performances à Naples notamment, et même avant, en Angleterre. Mais on est au stade de l'intérêt, de la rumeur et de quelques discussions. On a parlé en début de semaine du latéral droit du Bayern, Sacha Boey, notamment Foot Mercato. Comme quoi l'OM le suivait depuis longtemps et qu'on a pris des informations récemment. C'est un joueur qui a tendance à se blesser beaucoup depuis qu'il est arrivé au Bayern. Mais les dernières nouvelles vont plus sur un maintien du joueur dans son club. C'est ce qu'il veut en tout cas. Il veut s'imposer au Bayern et prouver qu'il a le niveau. Et compagnie, l'entraîneur, l'apprécie également. Donc ça s'est un peu refroidi cette piste. Après vous connaissez le mercato. Ça peut vite se rallumer également. C'est un défenseur qui peut jouer piston. Donc il rentrerait bien dans la case du latéral droit sous deux Zerbi, qui est assez résistant, assez costaud, bon dans les duels, qui n'hésite pas à se porter vers l'avant. Ça me fait penser au profil de Sidilia, bien sûr. Après, à quel prix on pourrait l'obtenir, vu sa situation sous contrat, vu ses pépins physiques récemment? Je ne pourrais pas trop vous dire. Il a été formé à Rennes, où il a joué quelques matchs. Ensuite, il a fait une saison complète à Dijon. Et il a poursuivi sa carrière en Turquie. Il a disputé près de 80 matchs à Galatasaray. Mais bon, ce n'est pas un championnat référence top en Europe, loin de là. Et puis il y a le Bayern qui s'est intéressé à lui, qui l'a recruté. Et jusqu'à présent, il a joué 7 matchs seulement. Donc là, on parlerait d'un pari et non d'une valeur sûre. Donc il ne faudrait pas que le prix dépasse les 10 millions d'euros. Il a 24 ans, c'est pas si jeune que ça. Donc je suis partagé sur cette piste. Kivor, défenseur central d'Arsenal, qui était titulaire contre United. J'ai commenté le match. Mais il me semble que Gabriel était blessé ou suspendu. Il jouait aux côtés de Saliba. J'ai pu quand même voir la différence de classe. Saliba, c'est un des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Et je ne dis pas que Kivor a été mauvais. On annonce un intérêt de l'OM, d'après un média anglais, pour un prêt cet hiver. En effet, il est souvent remplaçant. C'est un défenseur gaucher qui est assez polyvalent. Il peut jouer apparemment aussi bien latéral que défenseur central. C'est un international polonais. Bon, c'est l'école Arsenal des Gunners, donc c'est-à-dire dans l'anticipation, dans la relance. C'est un excellent joueur, assez propre. Par contre, il y a des doutes quand on voit les avis des Polonais et des supporters d'Arsenal, justement. Il n'est pas non plus encensé par tout le monde. Mais après, pourquoi pas? Pour amener de la concurrence, et on a besoin de joueurs en défense centrale, et c'est quand même quelqu'un qui a un petit peu d'expérience. Avec Arsenal, il a joué quand même 50 matchs, les gars. Et ça nous a réussi dernièrement. Les Kolasinac, Guendouzi, Sanchez, on a une bonne connexion avec ce club. Franchement, pourquoi pas? Qui voit. Abdelli, simple rumeur. Les gars, dans tous les joueurs que j'ai évoqués, à part Fadjoli, où là, il y a une proposition, enfin, il y a des contacts, vraiment, c'est une vérité. Le reste, j'ai des doutes. Abdelli, ça vient d'où cette rumeur? Des supporters de l'OM? Bon, la tribune olympienne nous dit qu'il y a eu une prise de renseignement à l'instant T, comme sur beaucoup de joueurs lors du mercato, mais on en parle parce qu'il a joué contre nous, il a été très bon. Je me rappelle du match contre Angers, il y avait Harit de notre côté, et en face, non, c'était Carboni et Abdelli qui s'étaient régalés. Pareil à Monaco, où c'est l'homme du match, il enchaînait les buts à Angers. C'est un joueur que je vois réussir à l'OM.
C'est un 10 intelligent, un peu à l'ancienne même, qui donne le tempo dans un match. Bien sûr, belle qualité technique, 24 ans, marge de progression, et un joueur qui me paraît sérieux. C'est une belle opportunité. Après, tout dépendra du prix demandé par Angers. Ça peut se situer entre 5 et 10 millions d'euros. Et c'est quelqu'un qui aime l'OM et le stade Vélodrome. Il avait donné une interview il n'y a pas longtemps en disant « C'est un stade qui fait rêver. Mes parents ont toujours supporté l'OM. » Et c'est un vrai 10, un vrai créateur. Et Dieu sait qu'à ce poste, il n'y a personne, les gars. Carboni out, Koné ne s'impose pas, et c'est pas un 10 tout simplement. Et il y a Harit, et c'est tout. Et De Zerbi voudra, à un moment ou à un autre, un vrai 10 pour jouer son jeu. On va pas rester, je pense, dans ce 5-3-2 pendant 3 ans, les gars. C'est pas le projet, hein. C'est pas ça, je dis la vérité. Et j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure dans la vidéo. On va revenir au traditionnel 4-2-3-1. Abdelli, pourquoi pas. Pour finir, Badiachil, d'après une source anglaise, il y a des discussions pour un prêt, hein, j'imagine. Parce que Chelsea, ils ont 7-8 joueurs à chaque poste. Et donc certains manquent de temps de jeu. L'ancien défenseur central de Monaco, qui était très bon à l'époque à l'ASM. Donc là, c'est pareil, c'est une vraie opportunité. Il est en manque de temps de jeu pour le relancer lui-même parce qu'il a besoin de jouer, hein, pour progresser. Je suis plutôt partant. Il a une belle expérience en Première Ligue avec un grand club anglais, un Chelsea, plus de 40 matchs. Ça me rappelle un peu l'opportunité Kivor. Puis il a 23 ans, les gars. Il est encore tout jeune. Je ne dis pas qu'il va réussir à l'OM, hein, forcément, mais c'est une vraie opportunité à saisir, surtout si tu proposes un prêt avec option d'achat éventuelle cet été. Donc on aurait tout à gagner, je pense. Allez, je vais m'arrêter là. J'ai énuméré toutes les rumeurs mercato de la semaine, même si j'ai précisé plusieurs fois qu'il n'y a pas le feu vert, hein, parce que dans les transactions, il y a ce qu'on appelle, allez, on va dire, la rumeur, l'intérêt, les contacts, les négociations avancées et l'officialisation. Franchement, dans tous ces joueurs, il n'y en a aucun où on peut parler de négociations avancées. Rien que ça. Donc, il y en aura d'autres, des rumeurs de ce genre. Je compte sur vous, la team. J'ai besoin de vous dimanche soir pour être présent pour le match Saint-Etienne-OM. Ça me ferait plaisir, surtout dans cette semaine actuelle pour moi, qui n'a pas été simple personnellement, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. N'hésitez pas encore une fois, ceux qui veulent s'inscrire sur Unibet, à le faire. Ceux qui vont parier sur le match Saint-Etienne-OM ou sur d'autres, hein, en Ligue des Champions, d'autres rencontres de Ligue 1. Ça me soutient énormément ceux qui le font et qui parient tout simplement avec mon code promo RAFOOT. Et surtout, ça vous permet de bénéficier de l'offre promotionnelle jusqu'à 100 € de bonus en free bet qui vous sont accordés sur votre premier pari. Donc ça minimise, hein, les risques. Vous pariez sur le premier match. S'il est perdant, on vous rembourse en free bet la mise effectuée. Jusqu'à 100 € maximum. Si vous avez la moindre question, vous me demandez sur Instagram. Forza l'OM et à dimanche pour vaincre dans le chaudron. N'oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo et à dimanche soir pour vivre le match tous ensemble. Forza l'OM.